Bon, je vous préviens, si après avoir lu les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous n'arrivez plus à dormir la nuit, eh ben ça sera de ma faute. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se fait une petite update lecture à base de lecture un peu creepy. J'aurais bien aimé faire un petit décor un peu halloweenesque slash lugubre, mais je filme et aujourd'hui, par miracle, il fait beau. Donc je me suis dit, on va profiter de la lumière et on va faire ça voilà, à la lumière du jour. Alors, je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait d'update lecture. J'en ai fait une genre avant de partir en vacances et depuis je ne vous ai pas tenu au courant de mes avancées livresques et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter 3 lectures que j'ai faites dernièrement et je me suis rendu compte que c'était 3 lectures qui faisaient baliser leur mère. Donc on commence tout de suite avec une lecture que j'ai terminée avant de partir en vacances en août. C'était une lecture commune, c'est une lecture que j'ai faite avec Pepper de Pepper Palace, Justine de la chaîne Justine Shell et Lulu de la chaîne Noct. En fait, en discutant tous les 4, on s'est dit ça serait trop cool qu'on se fasse une lecture commune. On avait tous les 4 très envie de lire American Elsewhere. Pour ma part, je ne l'avais pas encore, donc voilà, je suis allé me l'offrir parce que chez Albin Michel Imaginaire, il m'offre assez souvent des services presse et je les en remercie pour ça. Et je me suis dit, bon, pour une fois, je vais peut-être me déplacer en librairie et m'acheter un de leurs livres par moi-même. Et donc, je suis allé me chercher American Elsewhere, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous en avais un petit peu parlé dans une vidéo quand j'étais en cours de lecture. American Elsewhere, ça va nous raconter l'histoire de Mona Bright. Mona Bright, c'est une femme, une ex-flic, qui a perdu sa maman quand elle était toute petite et qui ne s'entend pas très bien avec son papa. Le livre commence où elle perd son père, elle récupère tout son héritage et elle hérite d'une maison dont elle ne connaissait même pas l'existence, qui appartenait auparavant à sa mère. Quand sa mère est morte, elle a été léguée à son père. Son père n'a jamais réclamé son dû. Et aujourd'hui, maintenant que son père est mort, eh bien la maison est pour elle. Donc elle va apprendre tout ça, elle va être très très confuse parce qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette maison. Et là où un problème va se poser, c'est que cette maison est introuvable. En gros, elle est située dans une ville, donc on lui signale que la maison se trouve dans la ville de Wink, on lui donne l'adresse, sauf que la ville de Wink n'est répertoriée sur aucune carte des États-Unis. Donc elle va bien galérer pour retrouver la ville. Alors bon, je vous spoil les 50 premières pages, elle va finir par trouver cette ville grâce à ses connaissances de flic. Et une fois qu'elle va arriver dans cette ville, elle va se rendre compte que sous ces aspects un peu de ville parfaite et de pavillon hyper riche où il fait bon vivre à la Desperate Housewives, elle va très vite se rendre compte qu'il se passe des choses très étranges dans cette ville, d'autant plus que près de cette ville se trouve une mesa. Donc vous savez, moi quand j'ai commencé le roman, je ne savais pas ce que c'était une mesa, j'ai dû faire une petite recherche sur internet. Une mesa, vous savez, c'est dans l'ouest des États-Unis, c'est genre de grands plateaux rocheux, là où il y a des canyons, tout ça. Et bien voilà, ça c'est ce qu'on appelle une mesa. C'est bien, ce livre m'aura enseigné un nouveau mot. Et en fait, il se trouve que sur une des mesas qui se trouve près de la ville de Wink, se trouve un ancien laboratoire désaffecté où on y menait des recherches pas très catholiques. Et donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais en gros, Mona va commencer à mener l'enquête sur qu'est-ce qui se passe de chelou dans cette ville, pourquoi est-ce qu'elle fait si peur. Et croyez-moi, j'ai un peu balisé quand j'ai lu le bouquin. Il y a certains chapitres qui m'ont fait un peu baliser. Imaginez-vous en fait qu'on a pris du Lovecraft, qu'on a transposé ça dans un univers très moderne. On y a ajouté un petit soupçon de Twin Peaks. Alors si vous n'êtes toujours pas au courant, Twin Peaks c'est ma série préférée de tous les temps. Donc moi voilà, dès que je retrouve du Twin Peaks dans un livre, obligatoirement je l'adore. Et voilà, et ce mélange Twin Peaks, David Lynch et Lovecraft, ça a donné un mix vraiment parfait. D'ailleurs, je suis persuadé que l'auteur, donc Robert Jackson Bennett, est certainement un grand fan de Twin Peaks parce qu'il y a énormément, mais quand je vous dis énormément, il y avait des clins d'œil à Twin Peaks dans tous les chapitres. Il y a des noms de personnages, il y a des noms de lieux, il y a certaines choses qui se passent. C'est obligé, l'auteur est fan de Twin Peaks et il a voulu en mettre dedans, donc voilà. Pour moi c'était vraiment trop bien, c'était un bel hommage et vraiment l'histoire était super prenante. Si je devais faire part d'un seul petit défaut, j'ai vu la fin venir. Je me suis dit ouais c'est obligé, ça va se terminer comme ça et je l'ai senti. Après ce qui est cool c'est que je l'ai pas vu venir au milieu du roman quoi. On était dans les derniers chapitres et je me suis dit ah c'est trop cool mais je sais déjà comment ça va finir. Et en effet,
j'avais bien compris comment ça allait terminer. En fait, s'il fallait le résumer en une seule phrase, c'est genre la recette parfaite pour passer une très bonne soirée d'Halloween, même si je doute qu'en une soirée vous puissiez le terminer. Ensuite, on va passer à un autre livre que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, et il s'agit de Dragonhead de Minetaro Mochizuki, édité chez Pika Graphics. Alors ce livre, donc c'est un manga, un beau pavé de manga, grand format. Donc déjà, rien que le livre est hyper joli et agréable à lire, et c'est une saga en 5 tomes, donc là c'est le premier. Et j'ai adoré Dragonhead, j'ai trouvé ça hyper creepy, genre j'avais trop peur le soir quand je lisais. Pour vous résumer, on va suivre l'histoire de Teru, le personnage qu'on voit sur la couverture, qui rentre d'un voyage scolaire avec son école. Donc il y a sa classe et toutes les autres classes de son école dans un grand train. Et ce train va passer sous un tunnel, et pile à ce moment-là, il va se passer... on sait pas trop quoi, certainement un tremblement de terre, bref, un truc qui fait que Teru va perdre connaissance et il va se réveiller dans le wagon du train où tout le monde est mort. Il y a des cadavres partout, les gens sont déchiquetés à cause de la violence de l'impact, des roches qui sont tombées sur le train, bref, c'est vraiment un peu gore, un peu beaucoup même. Et il va se retrouver dans le noir complet parce qu'il est enfermé dans ce tunnel. Et voilà, il va déambuler à travers les différents wagons pour essayer de retrouver des survivants. Il va en retrouver, sauf qu'il va peut-être pas retrouver les bons survivants parce qu'il va tomber en particulier sur un élève très perturbé mentalement qui m'a fait ultra peur pendant tout le bouquin, et j'avais juste une envie, c'est qu'il meure le plus rapidement possible. Et donc voilà, il va essayer de se sortir de ce tunnel duquel ils sont prisonniers. Et voilà, ça va pas être la joie, ça va faire un peu baliser, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y a une belle ambiance, c'est une ambiance hyper soutenue, ça s'arrête jamais, on n'a pas le temps de reprendre notre respiration, on a juste envie de passer à la prochaine page quand on en termine une. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, le style graphique, je l'ai trouvé top. Par contre, c'est vraiment pour un public averti parce que c'est hyper sanglant, c'est un peu trash. Il y a certaines scènes, moi, qui m'ont... Il y a une scène en particulier qui m'a un peu malaisé, mais ça allait, hein. Mais voilà, je le conseille à un public plutôt averti, peut-être pas aux plus jeunes, parce que voilà, ça reste un peu choquant. Et puis ça fait baliser, mine de rien, mais voilà, je vous le conseille vraiment, et moi j'ai qu'une seule hâte maintenant, c'est de me procurer le tome 2. Et on termine cette update lecture par... je pense, un de mes coups de cœur de 2019, c'est même sûr et certain. Toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu le 2e tome de ça, de Stephen King. Et je pense que j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point j'ai adoré. Je vous avais chroniqué le premier tome il y a un an en fait, parce que j'avais lu le premier tome en octobre de l'année dernière, toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, j'ai commencé le challenge de cette année en lisant ça. Alors j'avais un peu triché parce que je l'avais commencé fin août. Mais voilà, on reprend le livre au moment où on l'a abandonné. Je vais pas vous refaire un résumé complet, de toute manière je pense que vous connaissez déjà un peu tous cette histoire de clown sanguinaire et démoniaque qui tue les enfants de la ville de Derry et qui maintient sous son emprise un peu les adultes qui font les autruches et qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui se passe dans la ville. Et on va suivre une petite bande de 7 enfants qui vont essayer de contrer les plans de ce clown maléfique. Et voilà, on va suivre ces 7 enfants dans les années 50 et on va aussi les suivre 27 ans plus tard lorsqu'ils reviennent dans la ville de Derry en ayant perdu la mémoire pour combattre à nouveau ce clown. Je vous en dis pas plus, même si je pense que vous connaissez déjà tous un peu l'histoire, mais j'ai pas envie de vous en dire trop sur la portée de l'histoire parce que c'est vraiment un plaisir de la découvrir. Moi, quand j'ai commencé le tome 1, je ne connaissais de l'histoire que ce que j'en avais vu dans le téléfilm des années 90, qui m'avait d'ailleurs totalement traumatisé et j'avais une peur panique des clowns. Et en fait, j'avais vu la nouvelle adaptation en 2017, enfin donc la première partie qui était sortie en 2017, je l'avais vue au cinéma et ça m'avait un peu guéri de cette peur maladive des clowns et ça m'avait donné vraiment très envie de découvrir le roman. Et voilà, j'ai lu le tome 1 après avoir vu donc, le premier film de 2017 et j'ai terminé ce tome 2 juste avant d'aller voir la seconde partie au cinéma. Et je vous le dis, c'était un délice, c'était une lecture fantastique, merveilleuse, effrayante et en même temps pleine d'émotions. C'est un livre qui m'a fait peur, qui m'a fait mourir de rire et qui m'a fait pleurer aussi. C'est vraiment... quand j'en parle aux gens maintenant de ça, de Stephen King, je les préviens en leur disant « Tu vas voir, ça fait peur, mais c'est pas juste un livre qui fait peur, c'est pas un livre
juste d'horreur. C'est un livre sur... c'est une ode à l'enfance, c'est une ode à l'amitié, c'est une ode à la mémoire, c'est... plus que la recherche de la destruction d'un clown démoniaque, c'est plutôt la recherche d'un passé oublié, la recherche d'amis perdus, la recherche de l'amour. Enfin vraiment, c'est un livre empli de beaux messages, de bienveillance, mais aussi de scènes très crues et de scènes malaisantes. Moi, il y a des scènes qui m'ont donné, ouais, qui m'ont fait me sentir profondément mal. Derry, c'est une ville qui est complètement maudite à cause de ce clown. Elle est peuplée de pédophiles, de pervers, d'homophobes, de gens violents, d'alcooliques. Bref, c'est vraiment une ville où il fait pas bon vivre. Et on va suivre voilà, cette petite bande de 7 gamins qui, malgré tout, vont essayer de vivre comme ils le peuvent et qui vont essayer de s'accrocher à la seule chose qui compte pour eux, c'est leur amitié, c'est le lien qui les soude tous ensemble. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, malgré quelques longueurs qui m'avaient fait un peu sortir du récit, mais qui au final étaient obligatoires pour s'imprégner de toute l'ambiance que Stephen King met dans ce roman. J'ai trouvé que dans le second tome, il y avait beaucoup moins de longueur, qu'on était beaucoup plus dans cette action, dans cette recherche du passé, dans cette recherche du clown, dans cette recherche de sa destruction, parce que autant dans le premier tome, on suivait des enfants et des adultes très effrayés et qui avaient vraiment très très peur du clown, autant dans ce tome 2, cette peur est toujours omniprésente, mais elle est vraiment motivée par ce désir d'en finir et de le détruire et de l'envoyer, de le renvoyer de là où il vient, et vraiment... ils sont vraiment plus dans cette motivation de faut qu'on en finisse, faut qu'on détruise le clown. Et autant le tome 1 était vraiment un livre sur la peur, autant le tome 2 est vraiment un livre sur, alors comme je vous le disais, donc sur l'enfance, sur l'amitié, sur l'amour, mais aussi on est un peu moins dans l'horreur et on est plus dans l'aventure et le fantastique. Bref, j'ai été totalement conquis par ce livre. Il y a des passages qui m'ont énormément ému. J'avais très très envie de vous en lire un. Et je me tâte à le faire parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que Lemon June a fait il y a quelques années après avoir lu ça. D'ailleurs, j'ai l'impression d'énormément répéter ce qu'elle a dit dans sa vidéo. En même temps, sa vidéo était si bien construite. D'ailleurs, je vous la mettrai en lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et à la fin de sa vidéo, elle l'a terminée sur la lecture d'un passage que j'avais trouvé très très beau. Et en fait, quand je l'ai lu dans ce tome 2, il m'a bouleversé et voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Donc je ne sais pas si je vous le lis ou pas, on verra bien. Si je le fais, je le mettrai peut-être en voix off un peu plus tard dans la vidéo. Bref, pour faire simple, lisez ça, lisez-le, vous allez avoir peur, vous allez tiquer, vous allez trouver ça long et en même temps vous allez être ému, vous allez avoir peur, vous allez être bouleversé, vous allez avoir peur. Bref, c'est un livre qui mélange plein d'émotions, vous allez aussi beaucoup rire. Je suis désolé, j'ai l'impression que je perds mes mots et que je m'étale et que je parle pour ne rien dire, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous transmettre cette émotion que j'ai ressentie en le lisant. Et voilà, c'est un livre qui m'a bouleversé, je l'ai terminé, la gorge serrée, et ce qui est sûr, c'est que c'est un livre que je relirai une fois, 2 fois, 3 fois, ou même 4 fois dans ma vie s'il le faut. Mais voilà, un livre magnifique. Ah, et j'oubliais, il faut que je vous parle quand même d'une chose dans ce livre. Vous le savez peut-être déjà, mais ça a toujours été un peu critiqué parce que à la fin du tome 2, on a le droit à un passage qui est extrêmement malaisant et qui aurait pu ne pas se trouver dans le récit. Je préfère vous mettre en garde si vous ne le savez pas. À la fin du livre, Stephen King a écrit une scène de 4 à 5 pages qui est une scène de sexe infantile. En gros, vous allez avoir le droit à une scène de sexe entre enfants. Donc il n'y a pas de pédophilie, ce ne sont que des enfants qui sont entre eux, mais voilà, des enfants qui vont faire l'amour. Ils n'ont que 11 ans, donc c'est un peu tôt, et c'est extrêmement malaisant quand on lit cette scène, donc je préfère vous le dire d'avance. Voilà, c'est une scène qui, moi, m'a un peu malaisé lors de ma lecture. Par contre, elle ne m'a pas gâché toute la portée du livre. Mais voilà, je trouve que c'est important quand même de vous mettre en garde. Vers la fin de ce tome 2, voilà, vous allez avoir le droit à des enfants qui font l'amour. C'est une chose auquel on n'est pas habitué dans la littérature, et en même temps, je trouve ça normal, parce que pour moi, des enfants de 11 ans ne devraient pas avoir une sexualité. Mais voilà, Stephen King a fait le choix contesté, je pense, d'inclure cette scène dans son roman. Ça aurait pu être fait autrement, mais contrairement à d'autres personnes, comme je vous le dis, moi ça m'a pas gâché le reste du livre, et j'ai pas trouvé ça
sale. C'était dérangeant parce qu'on n'est pas habitué à lire ce genre de choses venant d'enfants de 11 ans, mais c'était pas cru, c'était pas sale, c'était pas violent, et ça n'a pas traumatisé les enfants en eux-mêmes. Les enfants qui vont faire l'amour, ils sont consentants et ils font ça de manière très belle, et voilà. Donc c'est malaisant, c'est choquant, on n'est pas habitué à lire ce genre de choses, mais on n'est pas dans des scènes de viol d'enfants qui sont détaillées. Ça reste de l'amour. Alors chacun a son opinion là-dessus et j'en débattrai pas plus que ça dans les commentaires. Mais voilà, ça m'a gêné, mais c'est quand même passé. Bref, je ferme la parenthèse, mais voilà, ça me semblait important de vous glisser quelques mots là-dessus. Bon, et bien c'est terminé pour cette petite update lecture des livres qui font frissonner. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avancez bien dans votre Pumpkin Autumn Challenge. Moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien. Ciao. Peut-être que ces histoires de bons et mauvais amis, ça n'existe pas. Peut-être n'y a-t-il que des amis, un point c'est tout. C'est-à-dire des gens qui sont à vos côtés quand ça va mal, et qui vous aident à ne pas vous sentir trop seul. Peut-être vaut-il toujours la peine d'avoir peur pour eux, d'espérer pour eux, de vivre pour eux. Peut-être aussi vaut-il la peine de mourir pour eux, s'il faut en venir là. Bons amis, mauvais amis, non. Rien que des personnes avec lesquelles on a envie de se trouver, des personnes qui bâtissent leur demeure dans votre cœur.